Pour 1 minute, ça va être long, mais du coup, on va écourter la minute d'observation. J'appuyais cette dimension d'observation. Ça me semble super important dans n'importe quelle démarche. Et du coup, c'est un axe de travail que je trouve super intéressant. C'est observer notre environnement, ce qu'on a autour de nous, les objets, les gens, tout ce qui nous renvoie des informations et comment on interagit avec ça. Donc voilà, je pense que tout est articulé autour de ça. Et merci, au revoir. et donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, quoi, d'expliquer un petit peu vite fait mon parcours, mais ça va pas être vraiment le sujet aujourd'hui, parce qu'on a dit donc que c'était idées et débat. Donc ça veut dire que vous allez être mis à participation avec moi et entre vous surtout, pour discuter un petit peu de comment on conçoit une activité agricole. Voilà. Donc pour ça, j'avais envie qu'on puisse trouver une interaction de discussion les uns avec les autres, et qu'en fait il y ait quelqu'un qui puisse, quand la discussion se tarit un petit peu entre vous, qui me renvoie éventuellement la parole pour que j'anime et que je puisse relancer sur un nouveau sujet. Voilà. Et puis après, s'il y a quelqu'un qui puisse aussi regarder le temps et se dire toutes les 10 minutes, on pourrait éventuellement changer de sujet. Bon, si on n'a pas d'heure précise, c'est pas facile comme rôle, j'imagine, parce qu'il va falloir qu'il s'impose et dire voilà, ça fait 10 minutes. Mais l'idée c'est ça, quoi. Qui c'est qui aurait envie, qui pourrait faire ce rôle de renvoi, en fait, de retour, comme on parlait, sur la parole, et afin qu'on puisse essayer d'avancer dans ce sujet, quoi. Ouais, super, super. Voilà. Et quelqu'un qui a envie de regarder l'heure et puis qui, si jamais au bout de 20 minutes, peut-être qu'il y a un portable pas loin. Ouais. Allez. T'as compris? Alors l'idée c'est que je lance un sujet, un débat, et que ça discute, on interagit, et puis au bout d'un moment peut-être que si tu captes que peut-être on part sur autre chose, tu vois, ou qu'on est hors sujet, ou que la discussion se tarit, qu'il n'y a plus trop grand chose à dire, tu me fais un petit coucou, un signe à tout le monde, et puis moi je renvoie un autre sujet, et puis comme ça on avance là-dessus. Ouais, c'est bien. Juste une petite question. On parle de concevoir une activité agricole. Toi, tu es pépiniériste. Ouais. On parle de construire une activité agricole de façon générale ou dans le domaine dans lequel tu travailles, toi? Non, de façon générale. Ouais. Mon idée c'est plus de façon générale. Après, ça peut être maraîchage, ça peut être agriculture conventionnelle, bio. Ça peut être ce qu'on veut sous l'angle de la permaculture, quoi. Voilà, donc sous l'angle de la conception, sous l'angle de la conception et éventuellement du design, quoi. Même si c'est une dimension très particulière et un point précis à un moment donné, quoi. Mais qui est un petit peu aussi le cœur finalement de la conception. Sur le design, on va à un moment donné, rassembler un peu toutes les données et de façon à construire quelque chose, quoi. Là, dans l'idée design, c'est pas construire la ferme, hein, c'est pas mettre tel bâtiment tel là ou tel là, non. Là, c'est plus dans le projet de vie, quoi. Dans comment on peut, selon mon expérience de pépiniériste et ce que je suis moi, bien sûr, ça s'appuie sur mon expérience, quoi. Et bon, pour chacun est différent, on est tous différents, donc à partir de là. Mais l'idée c'est ça, c'est de pouvoir la concevoir et d'avoir des pistes et des idées pour aller plus en avant et se dire
ah ouais, tiens, j'avais pas réfléchi à ça. Ça, c'est une bonne axe de pensée, de dire, tiens, ouais, ça c'est bien. Juste toi, tu fais des choses qui sont pas communes pour un pépiniériste, mettre les plantes en plein sol et puis les reproposer par la suite. Ouais, c'est pas quelque chose plein de de commun. choses. Ouais, plein de choses. Alors, du coup, ouais, puisqu'on en est là, je vais commencer vite fait un peu sur ce que je fais, ouais. Et ce que je suis, moi d'abord, je suis un homme de 41 ans avec 2 enfants adolescents grands. J'ai commencé d'ailleurs ma vie de papa et ma vie de pépiniériste en même temps. C'était une gageure. Et j'ai commencé à greffer des arbres, parce que je préfère dire ça quand est-ce que tu t'es installé, parce que mon parcours il est comme ça, comme beaucoup de gens. Pour d'autres il est comme ça et après il est comme ça. Pour d'autres il est comme ça et puis après il est comme ça. Voilà, donc les histoires de vie sont toutes différentes. Et j'ai commencé donc à planter des porte-greffes et à greffer des arbres. J'ai planté des porte-greffes en 2003, fin 2003 je pense. Et j'ai commencé à greffer dans l'année qui suivait, quoi. Sur table, en mars. Voilà, on pourra en toucher 2 mots. Il y a des animations qui vont être proposées sur le greffage, mais plus sur le greffage sauvage. Ouais. Plus sur les porte-greffes spontanés, dont je vais participer aussi du coup. Ça c'est cool. Voilà, donc ça fait des années que je greffe des arbres fruitiers maintenant, des années que je travaille tout ça. Il y a eu des années d'arrêt, il y a eu des années où j'ai pu greffer. Donc forcément, par ricochet, 1 an après, j'avais plus rien à vendre. Donc voilà, parce que mon activité se tournait uniquement sur le greffage. Il y a une raison à ça aussi, c'est que quand on démarre quelque chose, enfin moi je sais que j'ai une acquisition lente mais sûre. Donc je ne peux pas essayer d'apprendre plein de trucs en même temps. J'aurais difficilement pu apprendre le semis en même temps, gérer vraiment une production en semis, gérer en même temps autre chose. Et je pense que ça va être vrai un petit peu pour toutes les productions. C'est vrai que voilà, faire des vaches et du cochon, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple, ça va être un petit peu compliqué de se cogner là-dessus. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me chercher de l'eau, vous pensez? Faire un petit saut à la buvette? Ouais. J'attends. Hein. Ouais. Continue à discuter. Donc pour moi, voilà, hein, c'est des axes c'est des idées qui me sont propres à ma personnalité, quoi. Il y a quelque chose qui me représente beaucoup personnellement, et donc je pense que je serais pas le seul à qui ça va coller. C'est un conte. Le conte, c'est une fois un lièvre et une tortue. Et ça, je pense qu'en fait, on s'y cogne tous à un moment donné, qu'on soit lièvre ou tortue. D'ailleurs, on n'est pas que lièvre ou que tortue, hein. On est les deux. Moi, de fait, j'ai pas le choix, je suis tortue. Mais le lièvre en moi, il s'impatiente, quoi. Il a envie d'y aller, quoi. Et c'est difficile parce que je suis tortue, quoi. Donc voilà. Il y en a qui sont plutôt lièvres. La tortue, elle va leur dire, oh, vas-y, oh, tranquille. Donc ça, pour moi, voilà, quoi. Voilà, le lièvre ou la tortue. Et alors bon, la fable dit que la tortue gagne toujours à la fin, hein. Quand même. C'est la morale de l'histoire. Bon, c'est vrai que pour moi c'est plus conceptuel que ça, mais j'ai plaisir à constater parfois qu'il y a des personnes qui sont au taquet, et puis ils développent énormément de choses, donc ils vivent leur passion à 100 à l'heure, et puis finalement, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils se recyclent, qu'ils trouvent quelque chose d'autre, et ça va avoir tendance à tomber. Alors que si on est plus régulier, ça me caractérise pas forcément la régularité, mais si on est une sorte de régularité, ou qu'on découvre sa passion au fur et à mesure, parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'avant de trouver des techniques
d'accumulation de carbone, de syntropie, voilà, le chop and drop, culture sur but aussi, parce que chez moi ça colle bien, ça va pas être pour tout le monde pareil, densification forte de la production. Avant de découvrir tout ça, finalement, j'étais dans un système qui ne me convenait pas. Et du coup, l'eau arrive. Et du coup, c'était problématique parce que quand ça colle pas avec, vraiment avec ce qu'on est, on a envie d'avancer et puis finalement on se cogne toujours à un truc et ça a été un plaisir pour moi de me rendre compte finalement que le souci, c'était pas forcément mon application de la pratique, c'était la pratique en elle-même. Et donc ça, c'était génial. Yes, merci. Ces artistes sont pénibles, je te jure. Ouais, voilà, donc je disais, tu peux me rappeler ton prénom? Flo. Ouais, je disais le lièvre et la tortue, ouais. Ou la tortue, quoi. Parce que moi, je disais, je suis vachement tortue. Et le lièvre en moi s'impatiente. Parce que j'ai ce caractère, bizarrement aussi, d'être vraiment, de vouloir faire, de vouloir avancer. Et puis, si j'y arrive pas, je fais pas. Donc ça a tendance à me tétaniser. Alors, par contre, quand je trouve les bonnes méthodes, je vous disais agriculture synanthropique, agroforesterie, etc., accumulation de carbone, tout ça. Donc du coup, meilleure rétention en eau, tout ça. Là, ça fait une grosse différence. Ça fait une énorme différence. Là, la passion, elle est venue à ce moment-là. Donc, quelqu'un a envie de réagir sur cette histoire de lièvre ou de tortue? Je dirais que cette tendance à l'amélioration constante, c'est que chaque fois que tu avances sur quelque chose en particulier, ce qui te booste, c'est que ça te facilite la tâche d'un côté et c'est bénéfique pour ce que tu fais de l'autre. Ouais, genre une émulation, quoi, une démultiplication. C'est ça. C'est exponentiel en fait. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui se disent là, faut y aller, quoi, faut que je m'installe, faut que je trouve du terrain, ouais, 2, 3, 4, 5, ouais. Mais bon, pour ça prendre le temps aussi. Ouais. Si on en fait trop d'un coup, on s'essouffle et puis burn-out et puis après... Ça prend du temps. Voilà. Ouais, ça peut prendre du temps. Quand tu dis tortue, toi, c'est-à-dire qu'il t'a fallu combien de temps avant d'avoir un truc à peu près viable, je sais pas. Eh bien, moi j'ai fait un CCP il y a 4 ans, on peut dire qu'il y a 5 ans à peu près. J'ai lâché prise complètement avec mon lièvre. J'ai dit c'est bon, laisse tomber, quoi. Ça doit marcher quelque part dans une autre dimension qui n'est pas du tout. Donc vas-y, on verra, laisse tomber. Voilà, j'étais propriétaire du terrain, ce qui n'était pas le cas au début. Et j'ai dit, il y a là, quoi, on verra bien ce qui se passe, quoi. C'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à changer, en fait. C'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à marcher, quoi, bizarrement, quoi. C'est le lâcher prise. Hein. Le lâcher prise, ouais, complètement. Ouais, complètement. Pour moi, ça a été révélateur. Puis après, ça s'est enchaîné. Voilà, parce qu'avant, j'étais du coup en travail de sol nu. Sur des plants de pépinière, donc il faut biner, je binais entre les plants, quoi, j'étais complètement fou. Et je binais à chaque fois. Bon, maintenant je désherbe, je suis complètement fou aussi, hein. C'est pas pareil. Hein. Bon, j'aime plus de monde qui m'aide aussi, donc forcément c'est mieux. Et puis la motivation elle est là, quoi. Donc ouais, comme dirait Welch, il disait quoi? Il disait en travail de sol, tu t'évertues en fait à casser la texture pour créer de la structure. Casser le complexe argilo-humique, séparer les éléments entre limon, sable et argile pour créer un sol léger, un sol fin, un sol qui respire. Mais là-dedans, du coup, tu es pris dans un système où il faut toujours appliquer ce système-là. C'est-à-dire que tu dois toujours créer ton sol fin. Ça dépend des sols, mais moi j'ai un sol qui est absolument affreux pour ça. Il est super pour plein d'autres choses. Mais pour ça, une fois que tu l'as travaillé, il est léger, il est nickel, il y a du sable, tout. Il pleut dessus, tu as du soleil et ça devient un ciment incassable. Et là, les plantes elles souffrent. C'est-à-dire que
il faut arroser par-dessus et il faut retravailler le sol sans fin comme ça. Et moi déjà j'avais pas la motivation de faire ça, j'avais absolument pas l'énergie de faire ça. Je me suis fait mal d'ailleurs en faisant ça. J'avais pas le matos. Une gratteuse motobineuse avec une irrigation pourrie, pérave, ça marchait pas. Donc du coup, voilà, du coup bon moi c'était mon parcours. Mais sur la transition quoi, au niveau des techniques. Mais oui, voilà, après c'est ça. T'as ramé combien de temps comme ça avant de réussir à changer de système? Voilà, c'était il y a 5 ans, j'ai commencé en 2003. Ah oui. Donc, j'ai bien ramé quoi. Ah ouais. Mais après, comme je t'ai dit, j'ai arrêté 2 ans. J'ai travaillé à l'extérieur, même quand je faisais des plants d'arbres. Ma meilleure année avant la nouvelle période, c'est 2008. Tu vois, donc déjà, il y avait quand même des années qui s'étaient écoulées, quoi. Et puis après, la vie, tout ça, séparation, tout ça. Donc là, c'est à partir de là où j'ai dit bon stop et tout. Et puis c'est revenu après, plus tard, quoi. C'est revenu plus tard. Mais ouais, plusieurs fois j'ai arrêté, j'ai repris. Les arbres, c'est bien, ça te tient à la terre. Voilà. En tout cas, je suis très féru de taoïsme et je trouve que les idées de non-agir et que c'est vrai que quand on veut vraiment quelque chose, et c'est peut-être là qu'on s'en éloigne un peu en fait. Et moi mon terrain, je l'ai trouvé, je le cherchais pas vraiment. Je voulais m'installer, je disais m'installer à l'époque quoi. Non, je dis plus m'installer parce que je trouve ça limite violent quoi. On m'a dit non, vous allez sortir de là, surtout ne vous installez pas, surtout faites pas ça quoi, faites pas ce boulot. Mais voilà, est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a effectivement une envie et qui a envie d'avancer et que on trouve jamais de terrain et parce que c'est une réalité aussi que l'accès au foncier est assez verrouillé quoi. Mais des fois on a des idéaux aussi sur ce qu'on veut et peut-être que c'est vrai que si on conçoit les choses un peu plus en profondeur, on peut peut-être mettre de l'eau dans son vin et se dire ouais c'est clair, c'est pas les Cévennes, mais il y a de la terre un peu quoi quand même parce que dans les coins, dans les Cévennes, à part des vieux châtaigniers croulants et des magnifiques montagnes, c'est compliqué quoi, de s'installer quoi. Alors moi, j'ai pris une plaine, j'ai pris un morceau de plaine qui n'était pas folichon. Voilà, mon ex, elle justement voyageait un peu dans les Cévennes avant, et puis moi, c'est vrai que j'étais intéressé par me dire tiens, j'ai envie d'aller en Ariège, j'ai envie d'aller un truc comme ça. Tu vois. Et puis finalement, j'ai trouvé une plaine où il y avait 1,50 m de terre, sans galets, sans cailloux, donc un super drainage en profondeur puisqu'il y a de la grave, il y a du gravier. Et donc je ne le savais pas encore, mais c'était l'endroit idéal pour créer des systèmes à haute production, quoi, avec un gros taux de matière organique, du coup des capacités de rétention en eau énormes. C'est-à-dire qu'en deuxième année, là, les sions, là, les pommiers, là, pour l'instant, ils sont comme ça. Bon, j'ai greffé sur les porte-greffes de 2 ans. Ils sont gros comme ça, quoi. Là, certains, même peut-être plus gros, je ne suis pas allé voir. D'un endroit, ils sont tellement serrés, même trop serrés, j'arrive pas trop à bosser. 106 francs, ouais. Comme porte-greffe, ouais. Et il n'y a eu pas une goutte d'eau là cette année sur les sions. Et l'année dernière, il y a eu très peu d'eau aussi. Il y a eu une dizaine de litres sur toute la saison sur les porte-greffes. Alors voilà, ça peut pousser sans eau. Donc voilà, des coins qu'on trouvait pas folichons, voilà, un petit peu pas top et tout. Finalement, on en crée des joyaux quoi, et c'est super agréable. Parce que du coup, il y a une autre zone que j'ai pu aménager, qui était une zone semi-industrielle en fait. Et au début, j'étais même pas locataire de ce coin-là, mais je m'étais dit bon, ça servira à rien. Ou alors je l'aménagerai quand je serai riche et que j'aurai une grosse pelle mécanique et je pourrais faire venir 200 camions pour l'aménager, creuser. En fait, c'est un immense trou qui fait un demi-hectare et du coup, il y a de l'eau au fond parce qu'en fait, c'est un trou de sablière. Ça a été creusé pour extraire le gravier, le sable, les galets, pour qu'ils soient broyés et faire du sable. Et donc j'ai récupéré ça avec le terrain.
Il m'a été vendu à une somme assez modique. Et mon ancien propriétaire m'avait dit mais bouche-le ce truc et tout, tu récupères la surface, bon tu pourras rien en faire. Au niveau agricole, ça n'a plus aucune valeur, comme ce sera du remblai, ça ne servira à rien. Et finalement, heureusement, j'ai jamais bouché ce truc. J'en ai bouché une partie parce que j'ai eu l'aubaine, justement, j'étais en CCP, qu'en fait il y avait une canalisation d'eau potable, en plus pour un truc plutôt cool, parce qu'on pouvait plus boire l'eau de la plaine tellement elle était crado, quoi. Donc en fait l'eau arrivait de la montagne noire et arrosait jusqu'à Groyer, jusqu'à Gaillac même, la ville la plus proche d'ici. Et donc quand même à 40 bornes, 50 bornes. Et ils ont fait une grosse canalisation avec un tube de 30 cm et toute la terre sur plusieurs kilomètres a été vidée dans mon trou. Je suis dans un des points le plus bas et du coup j'ai créé 2 terrasses plein sud parce que sinon les abords du trou étaient beaucoup trop abrupts pour faire quelque chose. Petit, je vais gratouiller, tu vois, pour planter quelques arbres fruitiers au fur et à mesure et tout. Et en fait le mieux c'était de faire 2 gros plats, ça fait 9 mètres en tout de large. Et donc là du coup maintenant j'ai une allée pour planter les trucs qui n'ont rien à voir, parce que c'est du remblai, donc c'est léger, c'est un sol beaucoup plus léger qui se réchauffe plus rapidement. C'est plein sud, donc il y a réflexion de l'eau, donc c'est génial, j'ai mis des oliviers, j'ai mis des trucs comme ça. Alors là ça a besoin un peu plus d'eau quoi par contre. J'ai besoin d'arroser. Et au fond j'ai un peu d'eau. Je vais jouer le chiant, mais là les 10 voilà, minutes sont bien les 10 passées. minutes. Mais on participe pas trop, mais... Une belle transition pour le sujet suivant. Pour le sujet suivant, et effectivement, parfait. Donc voilà, donc là de toute façon c'est vrai que comme ça j'avais une petite idée de ce que je développe là-bas et c'est vrai que ça s'est fait justement après ACCP. Donc ça peut nous amener sur la conception. Juste, est-ce que tu peux dire du coup un peu la surface que tu as et je sais pas, et ton statut en fait Ouais, mais ça on va y venir, on va essayer d'avancer un peu. Voilà. Moi j'appuie vraiment sur ces sujets-là parce qu'en fait, bon je crois que ça vient avec l'expérience aussi quoi. Mais faire les choses au bon moment, je trouve qu'il y a un dicton qui est vachement intéressant, c'est comme s'apercevoir qu'on est enfermé dans une... Pas s'apercevoir, on est enfermé dans une cellule, on a un problème, on galère. Et on se dit putain où est la clé quoi? Où est la clé pour sortir de ce truc là quoi? Et le faire les choses au bon moment, c'est s'apercevoir à un moment donné, tu mets la main dans la poche, putain je l'ai là quoi la clé quoi. Voilà, donc j'aime bien ce concept de faire les choses au bon moment, c'est ça quoi. C'est s'apercevoir à un moment donné et d'avoir confiance en ça. Et ça c'est pas évident, mais voilà, ça peut venir avec le temps. Et c'est vrai que des fois on veut, mais on n'avance pas parce que peut-être il faut arriver à lâcher quoi. Et ça c'est pas simple quoi. Et ouais, pour répondre à ta question, alors moi je suis sur 2 hectares 35 en tout, c'est précis. Donc j'en ai 1,7 qu'on dit de terre arable, de terre où on peut cultiver des choses. Mais bon, je trouve que c'est un peu désuet parce que voilà, dans un trou tout pourri qui aurait peut-être presque pu devenir une décharge, finalement t'en fais un paradis quoi. Donc ça a une réelle valeur aussi au niveau projet de vie quoi. Et ça c'est super important d'avoir pour moi hein, d'avoir cette vision quoi. La vision du bucolique, la vision aussi de l'agréable et pas que du fonctionnel. Après, pour répondre à ces sujets rapidement, je greffe 1200 arbres par an. Là aujourd'hui, en moyenne, ça se vend 22 à 23 euros pièce. Alors sur 1000 et des brouettes de greffe, hein, c'est pas 100% quoi. Forcément, sur pommier, c'est élevé, on peut approcher les 100%. Enfin, on dit pas 100% d'ailleurs, on dit 99,99%. Après, ça chute. Sur poirier, on est classiquement au mieux à 80%. Et puis après, prunier, cerisier, pêcher, ça va pas trop mal de mon expérience. Pêcher, prunier, cerisier, voilà, là, on galère quand même un peu tous et surtout sur cerisier, on descend à 60%. Plaque minier, c'est dur aussi. C'est pas évident. Hein, plaque minier, ouais. Plaque minier, moi j'ai des bons résultats.
Alors voilà, ça dépend un petit peu. Tu fais la fin Chip quoi budding. Chip budding, ouais. Ouais, ouais. En bourgeon poussant. J'ai des assez bons résultats. Le truc, c'est qu'il faut attendre quoi, que le porte-greffe soit assez gros. Donc ça, il faut attendre 2 ans quoi, pratiquement. Cette année, ils ont pas mal poussé, même s'ils ont gelé au départ. Ils sont bien repartis, j'ai gardé qu'une tige. Bientôt les aziminiers. Et ça bouture très bien. Ouais, ben j'en ai. J'ai Ah, t'en as récupéré eu des graines. Je t'en ai passé aussi. Et non. Non mais j'ai des plantes. Ah, toi, passées t'en as, avec ouais. toi. Ouais, ouais. Cool, super. Je pense que je trouverai des trucs. Et ouais, voilà. Donc, donc pour les chiffres, c'est à peu près ça. Au niveau des charges, on a 300. Il y a quoi? Non, ça c'était le fermage, le PQ, le fermage. Ce terrain-là, il a coûté 10 000 euros. Voilà, ce terrain, il a coûté 10 000 euros. Moi, il y a eu de l'argent qui s'est dégagé d'héritage. Et du coup, mon père m'a dit, vas-y, achète-le ce terrain, c'était plus pratique comme ça, quoi. De toute façon, je les avais pas les sous. Donc, voilà. Mais le fermage était à 380 euros par an. Voilà. Des fois, on récupère sur des terres comme ça des droits, des DPU, enfin ça s'appelait des DPU, des droits à prime unique. Et selon ce qu'on déclare, mais sur 1,7 hectare, ça me payait le fermage. Voilà, ça me payait le fermage, donc du coup, c'était une opération blanche. Voilà. Alors, sauf qu'un jour, j'ai oublié de déclarer, et ça plusieurs fois. Et ils m'ont dit, maintenant c'est mort. Les DPU reviennent à la réserve départementale, et plus jamais vous les toucherez. Ils m'ont dit, comme ça sur un courrier. Bon, apparemment, on peut en racheter, quoi. Enfin, c'est une espèce de marché bizarre. Droit à prime unique, mais alors droit à prime unique, c'était droit à prime unique, maintenant je sais pas, je peux vous renseigner précisément si vous voulez. Mais c'était calqué sur une année de production, c'était en 2006, moi à l'époque quand c'est arrivé. Et sur 2006, ils regardaient ce qu'il y avait, si c'était des cultures primables au niveau PAC, c'est-à-dire des céréales, en gros, oléoprotéagineux éventuellement, peut-être de l'herbe pour les animaux, mais je suis pas sûr. Et bien, du coup, les DPU étaient versés tous les ans sur cette année de référence. Voilà, ça marchait comme ça. Et du coup, peu importe ce que tu faisais sur ces sols, en gros, tu touchais ce droit à prime unique. Ils ont essayé doucement d'essayer de découpler les aides de la production. Voilà. Mais bon, il y avait toujours les aides PAC sur une partie. Moi, j'en avais pas sur la culture trop spécialisée. Voilà, ça fonctionnait comme ça à l'époque. En chiffres, j'ai 90 euros de charges foncières. En charge, on va dire en charge fixe. Hein. Ça va être gasoil, déplacement. Ça va pas chercher trop loin. Je fais des foires. Je fais 3 foires. Une que j'ai envie d'y aller maintenant vraiment tout le temps parce que c'est cool et qu'on se retrouve entre nous et c'est chouette. C'est Feu Saint-Jean-du-Gard qui est maintenant à Quissac dans le Gard. Il y en a une à Revel, foire à l'arbre, foire de Revel. Il y en a une à côté de Toulouse, c'est à Pibrac. Tout ça c'est mois de novembre. Mois de novembre et c'est dommage parce que bon jusqu'à janvier, début février, il pourrait y avoir d'autres foires sur les arbres, quoi. Donc ça c'est organisé et à développer, quoi. Ouais, des questions là-dessus? Du coup, la surface propre où tu mets tes 1200 arbres, ça représente Rien. personne. Rien du tout. C'est-à-dire qu'on peut faire de la pépinière dans ce cadre-là, hein, en pleine terre, en greffage. Là, moi j'ai mis 1000 arbres sur 200 mètres carrés. Ouais. Ah ouais. Ouais. Après, t'es comme ça, hein, pour travailler, t'es comme ça, et derrière, t'as des greffes qui sont là, quoi. Mais c'est faisable. C'est faisable. Après, bon, faut voir le terrain, comment on l'épuise aussi. T'as Faut une voir. serre aussi pour gérer. Hein? T'as une serre aussi pour gérer les Pas, choses pas de serre, rien Pas du de tout. serre. Pas de serre, aucune serre, rien. Tout en extérieur. Très peu de plastique, à part les tuyaux de goutte à goutte. Ouais. Là, cette année, je suis passé au raffia. Parce qu'en fait, l'arbre, s'il y en a qui partent un peu en biais, une fois que tu l'as redressé au printemps, il pousse droit. Ouais, tu tords pas en plus. Si, je tuteur. Si. Ouais, au bambou. Les bambous qu'on va accueillir dans la forêt, ils durent pas longtemps.
Donc en général c'est des bambous qui viennent de Chine. Bon, c'est pas top. Sinon c'est des bambous c'est des tuteurs plastiques, quoi. Ce qui est un peu moins top, je trouve. Donc j'essaye, j'ai implanté du bambou, j'en cherche un petit peu à droite, des bambous plutôt fins, qui fassent 2 cm quoi, maxi. Et je pense qu'il y a moyen quand même de gérer du bambou. Si on a une bonne forêt de bambou, une bonne ressource, il y a moyen d'aller taper dans le tas, apprendre à bien les faire sécher. Et voilà, mais ils vont durer 2-3 ans, quoi. Ils vont durer 2-3 ans et c'est du taf, quoi. Sortir 200-300 bambous, c'est du taf, quoi. Si tu les brûles en partie. Si je les chauffe, Ouais, si Non, tu les... faut pas. Avec le carbone. Non, c'est le moment de récolte qui est important. Il faut les récolter en hiver. C'est sûr que Avant bien l'hiver. regarder la date où tu les récoltes, ça peut être très bien. Comment tu les sèches, a priori à l'ombre c'est quand même bien mieux, quoi. Et puis peut-être, ouais, tu les cueilles en hiver et puis tu les utilises l'automne d'après, quoi. C'est-à-dire que tu les fais sécher un an, quoi. Il faut prévoir. Il faut prévoir, ouais, faut prévoir, faut avoir une bonne ressource et en faire tous les ans. Pépinière, c'est toujours c'est une activité où il faut toujours anticiper et prévoir à l'avance parce que la rotation est tellement longue, parce que du coup je plante un porte-greffe que j'achète pour l'instant. J'attends un an, ensuite je le greffe et j'attends encore un an. Alors pour faire gros, vite fait, les porte-greffes sont plantés en hiver, au mieux quand on plante les arbres. Parfois on vend en même temps les arbres, donc on le fait quand on peut, des fois c'est un peu tard, février, nanana. Donc là moi maintenant j'arrose la première année les porte-greffes. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de racines, ils sont pas trop enracinés. Et du coup l'année dernière j'en ai perdu beaucoup trop. Et j'ai dit là, cette année ça va pas. Je les arrose la première année. Deuxième année, je mets rien. Et voilà, là ceux que j'ai, moi, ils n'ont pas eu beaucoup besoin d'eau, les porte-greffes l'année dernière, parce qu'il a plu au bon moment, ça s'est bien enchaîné. Par contre j'ai des couvertures de broyat qui sont épaisses comme ça, et deux fois la saison, quoi. Donc je mets 10 à 15 cm deux fois. Donc ça fait beaucoup de matière. J'ai un sol qui a une très bonne rétention en eau aussi. Voilà, donc ça va dépendre vraiment des stations, ça va vraiment dépendre des endroits et des techniques que vous appliquez. Tu envisages de te faire une marcotière pour tes porte-greffes? Ouais, alors ouais, sur les 106 et tout, mais bon, ça c'est des trucs techniques, on rentrera peut-être plus tard dedans, mais ouais, ça mange pas de pain. Le problème c'est quand même il faut au moins 6-7 ans, voire 8 pour avoir un bon pied mer, quoi. Ouais, il faut un truc au moins gros comme ça, quoi. C'est pour ça que tout le monde commande. Pour ça que ça va beaucoup plus vite, ouais, ça va beaucoup plus vite dans un système greffage d'acheter des porte-greffes pour démarrer une production rapidement, parce que sinon, si on sème des porte-greffes, c'est bien, hein, mais la première année, voilà, si on a quelque chose de haut comme ça et d'épais comme une baguette chinoise, déjà c'est pas mal. Ça pourrait être greffable dès la première année, mais ils vont pas être tous comme ça, quoi. Je pense pas qu'ils vont être tous comme ça. Marcotière, qu'est-ce que c'est? Ouais, marcotière en fait c'est le système pour développer, pour reproduire des porte-greffes qui ne sont pas issus de semis. C'est-à-dire il y a des porte-greffes qui ne sont pas issus de semis, on dit ça fait des arbres à vigueur faible, ça fait des arbres plus petits. Ça fait des arbres plus petits, tu vois. Comme on greffe le poirier sur cognacier, les porte-greffes de cognacier sont obtenus par du marcotage. Et en fait c'est un marcotage particulier, c'est qu'en fait on coupe la souche du pied mère qui va donner les porte-greffes et on vient buter en fait, et de là t'as des tiges qui poussent. Voilà, et donc ils ont une proportion, tous ces types de porte-greffes. Il y en a pour le pommier, il y a le cognacier pour le poirier, c'est les principaux en fait. Et bien dès qu'ils se retrouvent à l'ombre, ils vont faire des racines. Donc après tu enlèves la terre et tu viens couper au bord, autour de ta souche, tous tes petits tiges racinées. Et ça tu vas le repiquer et ensuite tu vas le greffer. Comment tu gères pour t'y retrouver entre
T'as des rangs qui sont des porte-greffes que tu viens de planter, un autre où c'est les porte-greffes greffés. Comment tu gères tes intervents Ouais, et ben ça c'est du design après. Moi j'aime bien le design en camembert ou arête de poisson, mais l'arête de poisson j'ai pas pu trop le faire, mais ça s'est créé comme ça finalement au fur et à mesure. Et du coup j'ai des circulations comme ça. Et par exemple, tu peux. Alors, j'ai pas pu m'organiser comme ça, mais j'espère arriver à récupérer le fil du truc et arriver à le faire comme ça. Mais bon, j'ai des courbes, j'ai des lignes courbes. Et du coup, on peut imaginer, tu vois, là j'ai une butte, donc j'ai des doubles rangées de porte-greffes dessus. Il y en a deux, j'ai 10 porte-greffes au mètre linéaire. Donc si je fais un pas, j'ai 10 porte-greffes. Donc c'est très pratique pour quantifier les choses, c'est-à-dire j'ai 10 porte-greffes, je peux potentiellement sur 1 mètre linéaire gagner 200 €. Mais ça se passe jamais comme ça. Du coup j'ai des haies, en syntropie avec mes arbres porte-greffons. Donc ça c'est de l'interrang. Là j'ai une autre haie en syntropie et multi-étagée, voilà, plusieurs strates, voilà ce qu'on veut. Et là j'ai une autre butte, là j'ai la butte qui continue. Voilà, donc on va dire par exemple. Si j'ai du verre. On va dire que là j'ai mes arbres, j'ai ma syntropie là. Là pour l'instant je suis en train de faire le squelette. J'ai un arbre fruitier, un arbre de service, un arbre à production de biomasse, c'est saule, peuplier, paulownia. Du coup j'ai intégré la haie ressources à l'intérieur de la pépinière. Et ça c'est assez cool parce que dans l'avenir, quand ça va être mature tout ça, ça va être super intéressant d'avoir le broyat qui est dans la haie. Pour l'instant, il m'est livré gratos par un gars, quoi. Voilà, c'est pour ça que je disais, dès qu'on change de perspective, il s'ouvre plein de choses. Il s'ouvre plein de choses. Et dans votre région, pas chez moi s'il vous plaît, vous prenez le Bon Coin, vous tapez donne, vous regardez un petit peu ce que les gens ils donnent. Alors là, j'ai trouvé une cuve à vin. Et je me suis dit que dans mon trou de gravière là-bas, c'est absolument pas à l'échelle. Mais là, j'ai 4 mètres jusqu'au fond là. C'est un trou, j'ai 4 mètres jusqu'au fond. Alors je t'ai dit je vais faire des cuves en ferro-ciment sur le haut. Mais en fait il y en a, les cuves elles sont déjà toutes faites quoi. Alors, pourquoi je vais me faire suer quoi, à faire une cuve toute faite, je voulais faire les cuves ferro-ciment au-dessus. Bref, et donc au fond il y a de l'eau là. Au fond il y a un peu d'eau. Je pompe dedans. Et il y a des gens, ils donnent une cuve à vin en ciment. Et le truc ça fait 7 mètres cubes quand même. Je t'ai dit c'est pas mal. Bon, le seul petit souci c'est que ça pèse entre 4 et 5 tonnes. Le transport, ça va être sympa. transport, c'est un peu plus dur. Donc pour le transport je cherche encore, mais bon je pense qu'elle va pas s'envoler pour l'instant. Ce sera toujours moins cher que de s'en Ça sera beaucoup plus rapide. Ouais, Plus rapide, surtout. beaucoup plus rapide et j'aurai le résultat direct. Ça m'empêche pas d'en faire après des cuves en ferro-ciment. Et faire un chantier ou une formation, quelqu'un qui sait faire ça. Voilà. Donc ouais, le bon moment c'est quand on a la clé dans la poche, qu'on se dit putain tiens vas-y je fais donne sur l'internet et là un mec il dit bah donne broyat à qui on veut quoi, et je l'appelle et tout, il me dit ouais c'est sympa mais moi j'ai des gens, ils viennent, ils ont besoin d'une brouette et tout, et lui il fait du service à la personne, il taille des haies et donc du coup il en a des montagnes quoi. Et de fil en aiguille, je lui dis machin, je peux le récupérer. Il me rappelle, il me dit bon je t'amène tout. Parce qu'il a un chargeur, il vide tout dans son camion à plateau. Lui ça lui fait un peu moins loin. Il est débarrassé, comme ça il se dit je vais pas trop me faire emmerder par la mairie sur ma plateforme de stockage. Et du coup je tape dedans avec le tracteur. Et alors avec une bénette, je recule à fond dedans et je remplis la bénette, tu vois. Après on tire vite fait. Parce que c'est une manutention de malade ce truc là quoi. Et après on vient à cheval sur, parce que ça c'est des chemins on peut passer comme ça à travers. On vient sur les porte-greffes
parce que souvent c'est encore assez court et on vide au fur et à mesure sur la butte. Voilà. Ouais. Ton BRF, c'est le broyat. Il est issu de n'importe quel broyat. De n'importe quelle essence de bois. quelle essence de bois, c'est de la haie. C'est de la haie, donc il m'enlève le tuya. Ah. Voilà, il m'enlève le tuya. Des fois j'en ai un petit peu, mais voilà, je pense que là la proportion elle est plus ou moins insignifiante. Mais il avait ce réflexe-là dès le début. Il m'a dit, moi je te mets le tuya à part, voilà. Donc moi du coup je lui mets des plants à part pour lui, des oliviers que j'ai achetés. Le sapin, c'est pas forcément mauvais pour les buts, parce que j'ai été chez Philippe Fourrière, que certains doivent connaître, et il fait quasiment que ça, et ça marche très très bien malgré tout. Donc, les ondits sur le pain, dans les buts et le BRF. Mais là c'est vrai qu'on parle de tuya et c'est différent, c'est pas encore... voilà, non mais oui, sur les résineux, type Epicéa ou Douglas, c'est sûr qu'on a des idées admises sur l'acidification, là c'est beaucoup moins vrai. Hein. Comme Fourrière, il fait 100% sur... Ah ouais, ça marche très très bien, j'ai vu là-bas. Ouais, du pain pourri, des tiges qui s'écroulent presque, tu mets ça, ça marche très très bien. Ces buts sont hyper fertiles. Ouais. Voilà, donc malgré tout, en partant d'un sol qui a des tendances à hydromorphie quand même à certains endroits, au tassement, voilà, ce design il est intéressant quoi, parce qu'on crée vraiment de la fertilité sur tout le truc. Alors pour répondre à ta question, en fait, dans mon design, moi par exemple, tu vois, je pourrais avoir donc là j'ai une autre, le bout de la haie, tac, là j'ai mes porte-greffes, mes doubles rangées de porte-greffes, et là j'ai ça, j'ai des arbres donc, futurs arbres, non pas futurs, ils sont là, et à l'intérieur il y a les arbres de service. Juste pour avoir une idée, entre la haie d'arbres et la haie où tu plantes tes porte-greffes, il y a quelle distance? Alors ouais, la distance là c'est là j'ai 5 mètres à 5 mètres 50 là. J'ai 5 mètres là, on va dire, on simplifie à 5 mètres. Pour faciliter le passage type tracteur voilà, l'idée c'est de pouvoir passer en tracteur. Alors du coup je me suis créé un système où il faut que je change de tracteur parce que mon tracteur c'est un vieux tracteur mais un peu large. Et du coup là il faut trouver un tracteur de pépiniériste beaucoup plus étroit avec le broyeur derrière, puisque comme je vais créer des trognes et que quand ils vont arriver dans l'eau ça va exploser, ça va faire des perches immenses, donc ça va être pratique à broyer. Mais voilà, il va falloir passer derrière et les broyer. Après, on n'est pas obligé non plus de les broyer, hein. Je peux les poser directement aussi au sol et les disposer même à l'intérieur de mes buts porte-greffes, en partie quoi. En partie. Après, je peux tailler plusieurs fois, je peux tailler en verre, enfin bon, il y a un panel de possibilités sur la taille qui est énorme. De la même façon que quand on laisse une grosse butte, on va dire, de BRF ou de compost ou autre chose, quand on laisse les choses à même le sol comme ça réchauffe un peu le sol aussi en hiver? Ah ouais, je fais des tests de température. Je regarde un petit peu sous les différents pays, sur du sol nu plus ou moins, voir un petit peu les différentes températures que ça peut dégager. Ouais, il y a des différences d'1 degré. À 1 degré, alors du coup c'est de jouer un peu avec les couleurs. Le broyat quand je le mets, il est noir en hiver, il n'y a pas trop de rayonnement, le soleil agit pas trop sur les buts. Et du coup on a une couleur intéressante qui doit accumuler le rayonnement. Voilà, après c'est hyper empirique. Hein. Et en été, ça peut être intéressant de mettre de la paille, quoi. Elle est blanche, il y a une bonne réflexion éventuellement de la lumière. Du coup on va garder plus d'humidité encore plus longtemps dessous, quoi. C'est vraiment le sujet, c'est de chaque goutte qui tombe, c'est de la garder le plus longtemps dans le système, quoi. Toujours. J'ai vu que comme en île de Pâques, quand il y a des soucis par rapport à ça, il y en a qui utilisent de la pierre aussi. Dans les De la pierre au lieu de mettre un taillis de BRF. Qui a des problèmes de quoi, je sais pas. Il y a eu un modèle comme ça, le fer autonome, on en avait parlé sur YouTube. Ouais. Où l'île de Pâques, ils avaient eu des problèmes par rapport au bois parce qu'ils avaient trop puisé dans la ressource. Ouais. Ils utilisaient des pierres pour. Le paillage au caillou. Et j'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça et apparemment ça marche assez bien aussi. Ouais. Ça réchauffe le sol, ça évite que le sol n'est pas trop dessus. C'est pour ralentir l'écoulement des eaux aussi. La pierre. Pour ralentir les équipements ça de garde eau. la fraîcheur du sol. Ça ralentit, ça fait un frein.
sur une pente, quoi, s'il y a des cailloux Ouais. et tout, ça va ralentir l'écoulement des eaux et ça va créer des petites poches d'humidité. Sur des ouvrages type Gabion là. Même apparemment, dans cette histoire de l'île de Pâques, si j'ai bien compris, c'est vraiment couvrir le sol avec plein de pierres et voilà. Ouais. Ça va garder la crée fraîcheur, des ça- petites poches d'humidité. Ça Ouais, évite la ouais, concurrence. d'accord. Même si c'est pas un ouvrage Gabion Oui. et tout ça. Oui, même si c'est sur du plat, ouais, souvent on soulève un caillou, déjà il fait super chaud, la rosée elle est partie, elle a séché, dessous c'est encore humide. Ouais, mais ça se voit, tu te dis, ah putain, on pourrait pailler au caillou. On paye beaucoup avec de la matière végétale, mais il y a aussi peut-être moyen Ouais, de faire des choses ouais, faire avec d'autres choses. des Ouais. cailloux, tout ça. Ouais, moi des cailloux j'en ai pas, donc bon. Moi, j'aurais une autre question par rapport au BRF. Est-ce Ouais. que tu l'intègres à ton substrat d'origine ou pas? Non, je le mets par-dessus. Je D'accord. mets la matière organique toujours par-dessus. Il n'y a que les ragondins que j'enterre, parce que sinon les renards ils viennent me les bouffer. Et donc ça va pas du tout, parce que bon, faut que je garde tout le phosphore qui est dans les eaux. Donc maintenant je fais un trou, parce que j'en ai marre, je me les fais piquer par les... Et là c'est bon. Là, bon. Il y a une petite odeur bizarre quand même, ça a tendance à repasser quand même avec ça de terre par-dessus, le ragondin, mais bon. Parce que bon, on a chacun nos problèmes, quoi, et le ragondin, c'est un problème. C'est un problème. Un jour, je vais peut-être, justement, me dire, je vais pouvoir manger la chair, mais bon, j'en suis pas encore là, quoi. En tout cas, il y a une ressource. J'ai des ragondins et des écrevisses américaines. C'est un goût pas folichon, mais je crois qu'il y a un peu d'iode dans les écrevisses. C'est pas terrible. hein. J'espère. C'est pas terrible. Non, c'est pas Non, terrible. l'américaine, Non, c'est pas terrible. Non. Puis c'est nuisible. hein. Ouais. Ouais. Ah oui, ça bouffe nos écrevisses. Ça tue les écrevisses locales surtout. Ouais, ben pour bon, ça là, qu'il y en a de toute façon, plus, moi, il n'y en avait pas. Hein. Après le pâté au ragondin, c'est très bon. Ouais, le pâté C'est super bon. avec 70% de Préparé, cochon. c'est ça. Ah non. Pur Ah ouais, Ouais. ragondin pur, ouais, ça se trouve. Sans rien. Tel quel, même rôti, ça passe très bien aussi. Rôti aussi, ouais. Rôti. Parce que moi, un coup, j'avais goûté un espèce de ragoût et j'avais pas trouvé ça. Alors, peut-être, je sais Ouais, pas, il y voilà, avait eu un ouais, problème. Il y a des façons de préparer, après voilà, il y a Ouais. le Ouais. toucher du cuisinier aussi. Ouais. forcément, mais- Ouais. T'as déjà fait Déjà fait, non. Goûter, oui. Tu peux le faire comme le lapin. Ouais, moi je l'avais Ouais. vu manger comme ça. Après, on s'éloigne peut-être un peu du sujet. Ouais. Sur le... Merci. C'est histoire de jouer Ça mon part un rôle. peu. T'étais sur les charges, du coup, t'as aucune autre charge que. Alors, les porte-greffes, ça m'en revient à 1 millier d'euros, quoi. Entre 800 et 1000 euros. Donc, c'est au niveau charge de production, on va dire. Après, il y a les assurances, quoi, en charge fixe. Les charges fixes, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi à abattre. Hein. Dans les petits systèmes où on n'a pas envie de mourir de son activité à se tuer à la tâche, c'est les charges fixes à proscrire. À part si on a envie de faire une multinationale, donc bon là forcément on va avoir des charges fixes, quoi. Mais si on a envie de faire un truc juste où on a de quoi vivre, faut en avoir le moins possible. Question pour ton goutte à goutte, c'est relié à quoi du coup? Mon goutte à goutte, Ouais. elle relie à une pompe thermique qui pompe du coup dans le trou. Et après j'ai un tuyau qui est enterré jusqu'à la rivière, donc j'ai une possibilité de pomper, mais je sais pas si ma pompe elle va être assez puissante pour amener l'eau. Il faut monter de 4 mètres, sortir de la goutte, de la rivière, et après faire 100 mètres de long. Faut voir, j'ai que du goutte à goutte, donc ça va. Mais je sais pas si je vais arriver à la pression d'un bar suffisante pour avoir le débit. Je Ce sais qui pas. compte, c'est la hauteur, d'eau, c'est la différence de potentiel La entre hauteur. la rivière et le sol. Et en termes de carburant, ça consomme En termes de carburant, ouais, ça consomme. Je fais, elle tourne 3 heures avec, il y a quoi? Il y a, je dirais, 1,5 litre qui rentre dans le réservoir. Et la rivière, Elle tourne 3 heures et donc du coup, si tu as des goûteurs, C'est par jour ou pas? ah non, alors par session d'arrosage, j'arrose 3 heures. Donc j'ai des goûteurs. Alors là, c'est un peu la teuf au niveau des goûteurs. J'en ai à 2 litres, j'en ai à 3 litres, je crois que j'en ai à 4 litres. Donc c'est complètement dépareillé. Mais donc voilà, si tu as un goûteur à 2 litres par heure, et 2 x 3, 6 litres tu vas avoir, ce qui n'est pas énorme quand même. Mais si tu en as un tous les 30 cm, voilà, tu as 6 litres tous les 30 cm. Quoi. Donc Je veux dire, sur la régularité, t'arroses tous les combien, je veux dire, à peu près la régularité, là en pleine chaleur, j'arrosais tous les jours parce que je voulais greffer à l'écusson. D'accord, ouais, parce qu'il faut que ce soit en sève. Il faut que ça soit bien en sève pour que l'écorce se décolle bien comme il faut pour glisser l'écusson. Et même comme ça, il y a encore des poiriers francs là qui avaient un petit peu du mal, quoi.
Mais bon, il y en a d'autres qui se décollaient super bien, donc là c'était un plaisir, on avance vite quoi, comme ça. La greffe à l'écusson, tu l'as fait quelle que soit la saison ou il y a une saison particulière? Non, c'est 15 août, 15 septembre, même si bon, quand on en a beaucoup, on peut commencer au 1er août. Voilà. Particulièrement sur les cerisiers, je crois. Moi j'ai eu des années de bonne réussite sur l'anglaise, au printemps donc. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de règles quoi. Il y a des séries, elles marchent bien, d'autres séries elles marchent pas bien. Cerisier, c'est Bon, que- là je vais voir, j'ai tout fait à l'écusson. On va voir ce qui se passe. Quoi. On va voir ce qui se passe quoi. Mais bon, après voilà, aller bosser quand ils annoncent 38 ou 40 degrés, s'il arrive 10 heures, bon ça va, c'est comme la grenouille, tu sais, qui... Ou alors faut bosser très tôt. Bah oui, non mais de toute façon, t'as pas le choix, sinon t'es fondu quoi. Sinon t'es complètement fondu quoi. Mais c'est comme de commencer tôt, ça fait comme la grenouille, malheureusement, qui est dans l'eau, tu sais, on met dans l'eau froide, qu'on met sur le gaz, elle se rend pas compte que la température elle chauffe, tu vois. Mais tout jardinier connaît ça de toute façon. Tout le jardinier connaît ça, voilà. Alors que si tu sors à 11h, bim, tu prends un gros coup, tu fais demi-tour direct quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors, faire le soir, mais... ou alors tu finis aux urgences, déshydraté. Non, c'est vrai, ça en est là. Hein. 19h. C'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Au niveau de l'arrosage, Ouais. l'arrosage se fait le matin. Et ben justement, du coup, je fais comme tous ces cons d'agriculteurs, j'arrose en plein cagnard. Quoi. Parce que déjà, c'est une pompe thermique, j'ai des voisins qui sont pas si loin. Donc du coup, j'ai pas envie de les emmerder la nuit avec le truc toute la nuit, tu vois. Et d'un autre côté aussi, c'est aujourd'hui, ce que je vois, mon voisin maraîcher qui lui a réussi. Mais bon, il s'est fatigué, donc là il arrête. Sur 6 hectares de maraîchage, il a envoyé combien attendez, il a envoyé près de 2 mètres d'eau par an de flotte. Donc ça a envoyé de l'eau. Et alors il a envoyé l'eau, j'ai compris, finalement, en plein cagnard pour éviter les coups de soleil et les dessèchements. Voilà, donc pour créer une ambiance, pour rafraîchir en fait, pour rafraîchir l'ambiance. Dès qu'il y avait un arrosage comme ça, qu'il y avait un coup de vent, je sentais la fraîcheur en fait des micro-asperceurs qui m'arrivaient dessus quoi. C'est surtout au maraîchage, notamment pour la tomate, où il faut un arrosage permanent. Un arrosage Faut pas faire n'importe quoi, du tout, ça fait. permanent? Ouais, je sais pas. En tout cas, je me dis, le sol quand même, une fois qu'il est mouillé, il perspire à fond et du coup cette fraîcheur elle remonte et du coup je pense qu'elle protège en surface les plants et les plants d'arbres ils sont sensibles aussi quoi. Ouais, surtout si tu as des haies en plus sur le côté, sur les bords pour pouvoir maintenir un. Oui, bah oui, hein, l'idée c'est. Les trognes qui. Je ne vais pas effectivement expliquer tous les avantages de ça, mais on voit qu'on fait des légumes à l'ombre. Hein. Bah ouais, Pas avoir le temps. Ouais, je dois lever. Moi, c'était juste la question de tout à l'heure en fait, je suis pas sûr. Ouais, alors la question de tout à l'heure du coup. C'était comment tu gères ton alternance entre ceux qui sont pas greffés, ceux qui sont déjà greffés. Ouais. C'est par camembert. Tu peux t'imaginer, voilà, ouais, tu peux t'imaginer que par camembert, parce que là c'est des camemberts, que ça c'est l'année, tu vois, ça c'est l'année N, on va dire plantation de porte-greffe. Ok. Plantation PG. Ok. Ça va être N plus 1. N plus 1, donc plantation de porte-greffe, donc N plus 1 ça va être greffage. Ok. Des porte-greffes. Et N plus 2, ça va être pousse des greffes quoi. D'accord. Pousse de greffe. Et donc à la fin de cette année-là, tu vends. Ok. Et éventuellement tu repars sur une plantation où tu attends un an selon l'espace et les camemberts que tu peux avoir. Bon voilà, là c'est des camemberts, mais ça peut être des lignes quoi, ça peut être des carrés, ça peut être ce qu'on veut quoi. J'ai pas trop réussi parce que du coup j'avais que disponible des longues comme ça. Et j'ai planté des longues, j'avais planté une longue là, tu vois un morceau ici, un peu des pareils. Peut-être arriver à le récupérer comme ça un jour. Mais bon, c'est pas trop de soucis. Tes arbres, avant de replanter en terre au même endroit, tu fais quelque chose de spécial et tu laisses combien de temps? Avant de replanter? De replanter des porte-greffes. Ouais, voilà. Et je me dis que je me place dans une dynamique la plus forestière possible.
et en amenant beaucoup de carbone, beaucoup de bois. Et en fait, je me dis que il y a une culture perpétuelle en fait qui se met en place. Et si j'ai ce couvert par les arbres là qui vont faire de l'ombre, qui vont garder encore plus d'humidité, qui vont permettre vraiment de pouvoir faire pousser ces arbres à l'ombre, parce que moi ça me dérange pas de faire pousser les arbres à l'ombre, au contraire ils vont monter, ce qui est plutôt bon signe pour vendre des arbres fruitiers. Bon, c'est pas pour ça que les entreneux sont immenses et que le truc il va tomber quoi. Mais l'ombre nuira pas, ça c'est sûr quoi, parce qu'on voit des semis naturels sous la forêt, ils n'ont aucune lumière et pourtant tu vois les feuilles, elles sont vertes, pétard, et il y a de la chlorophylle quoi. Alors bon, il y en a aussi qui disent aussi, peut-être demander à Clément, qui est peut-être plus spécialiste sur les molécules, mais qu'avoir autant de chaînes carbonées dans les sols, à un moment donné, toute cette vie, peut-être que ces sucres sont réassimilables par les racines aussi, et que du coup bénéficie et peut éventuellement pallier à un manque de lumière quoi. De toute façon, les bactéries fixatrices d'azote ne sont pas présentes que dans les fixateurs d'azote justement. Ouais. Ouais. On le voit à la ferme de cagnotte, typiquement, il met à fond du carbone, et il a des bactéries et l'azote nécessaire pour ces plantes malgré tout. Ouais, mais je pensais aux sucres qui sont synthétisés par la photosynthèse. Voilà, est-ce qu'il y a une assimilation des sucres possible à l'intermédiaire des champignons? Voilà, il y a des échanges quoi. Donc voilà, dès qu'on est dans cette dynamique forestière, bon pour moi je recommence à replanter les porte-greffes. Voilà. Après, ce sera pas obligatoire. Hein. Voilà, mais je suis dans cette optique-là. Ouais. Alors, après, comme je te disais, vu la place que ça prend, tu peux refaire 200 mètres carrés plus loin. Hein, si tu veux, tu peux avoir plein de 200 mètres carrés. À partir de 1000 mètres carrés, voilà, déjà tu as de la place. Quoi. Hein, au pire faire des rotations. Au pire faire des rotations. Mais après quand tu as du broyat et tout, veut dire tu peux pas trop rentrer dans le système engrais vert par exemple. Quoi. Compliqué. Ou alors il faut que tu l'amènes toujours, pas forcément de l'extérieur, ça peut être du fauchage là, sur les intervents. Mais là tu vas avoir moins d'accumulation de carbone. J'allais te demander, tu fauches les intervents, tu fais quoi? Ouais, là pour l'instant je fauche, ouais. Okay. Je fauche et je mets sur la butte quoi. Okay. Je mets sur la butte là où j'en ai besoin. Là il y a Pep et Maeva qui en ont mis sur toutes les lignes qui font 60 mètres chacune. Lignes d'arbres du coup, donc il y en avait 3 quoi, donc du coup il y avait un gros boulot quoi. À la faucille, tout à la faucille, ouais, tout à la faucille on a fait là. Là, j'ai fait un peu de débroussailleuse là au fil, ouais mais c'est un super outil la faucille. Ouais, ça demande une grosse manœuvre. Hein. Grosse manœuvre. Après j'ai une moto faucheuse, j'aimerais bien arriver à la redémarrer quand même. Voir un peu ce qu'elle peut donner quoi. Mais après ils ont fait sur tous les bords. Okay. Sur tous les bords et un peu l'intérieur quoi des plants quoi. Il y a encore des fruits rouges à l'intérieur de ces trucs là. Ah ouais. Ouais, il y a encore 4 fruits rouges entre chaque plant, entre chaque planche. Sur une ligne complète presque, enfin non, sur 2 tiers de la ligne. Donc la feuille rouge, c'est-à-dire? Fruits rouges avec cassis, groseille, caseille. La caseille bouture super bien, donc là j'en ai. Framboise, j'en manque. Ah, la caseille, tu la boutures bien? Caseille, ouais, c'est celle qui prend le mieux. Je sais pas qu'on l'a bouturé de la Josta justement. Josta? Ouais. C'est un hybride de cassis et groseille? Ouais, alors c'est un an, alors vite fait, mais apparemment c'est un hybride de groseille à macro et de cassis. Ouais. D'accord. Voilà. Et les framboisiers, t'as pas envisagé d'en mettre? Eh bien si, mais moi j'ai aussi du calcaire actif, j'ai un sol qui est à la base pas hyper humifère quoi, tu vois. Donc ça va venir, mais pour l'instant j'ai pas de ressources, de grosses ressources en framboisier. Tu as dit que tu as acheté tes porte-greffes, et qu'en est-il des greffons? Tu les achètes aussi? Les greffons, j'ai un verger qui est dans la 11e année là. Ah oui, d'accord. Donc j'ai pas mal de greffons là. Et après, toujours pareil, hein, dès que tu commences à créer un réseau, super important, créer un réseau par le biais d'une asso, par le biais de vos relations, par le biais de ce que vous voulez, mais en installation agricole, c'est super important de créer un réseau. Et dès que ton réseau il est en place, les choses arrivent à toi plus ou moins toutes seules quoi. Et là c'est un monsieur qui est venu, qui m'a acheté des arbres fruitiers, il m'a dit moi j'ai plein de poiriers, j'ai tout noté sur un papier, parce que bon l'étiquette c'est l'obsession du pépiniériste quoi, savoir qu'est-ce que tu vends quand même. Et du coup il avait plein de variétés, du coup j'ai récupéré 12 variétés de plus, qu'après si tu les as produits, mais si tu les vends tous, il faut que tu retournes chez le gars, donc il faut que tu les plantes. Comment tu les plantes dans ta pépinière, tu vois?
Au début, ça pouvait être vite un casse-tête, et c'était un casse-tête d'ailleurs. Au début, je me disais, bon, alors j'ai fait un verger classique, 5x5, celui-là il a 11 ans. Classique 5x5 où il n'y a rien dedans, et finalement, c'est pas génial quoi. Et là, par contre, là je m'éclate. Là, je m'éclate parce que là, je taille bien quoi. Tu m'avais dit que tu vendais du greffon aussi pour les particuliers ou... Ouais, éventuellement, je peux vendre du greffon au printemps. Voilà, ouais. Ouais, bon, faut les cueillir, inventorier, mettre les étiquettes, faire des fagots, les mettre dans le sable. Voilà, c'est un peu de taf quoi. Après, bon voilà, ce qui est bien, c'est aussi de les refiler. Donc s'il y a des gens qui veulent venir les cueillir, ils viennent avec leurs étiquettes, leurs ficelles. Voilà quoi. C'est faisable. Quand tu veux faire ça sur tes propres porte-greffes ou du sauvage ou autre chose, c'est assez pratique de pouvoir choper du greffon. Ben ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Des fois, oui, non, ça c'est une problématique. Hein. Quand tu commences la pépinière en greffage, trouver des greffons, c'est une problématique. Ouais. Ouais, des grosses arbres. Pour étiqueter, Julien, comment tu t'en sors avec autant de densité? C'est pas une grosse galère l'étiquetage J'ai une étiquette en début de série, une étiquette à la fin de la série. Ok. Voilà, j'ai adopté tu fais ça. Par série de variétés. D'accord, ok. Ouais. J'ai 100 pommiers, j'ai 10 variétés, genre 10 plants à greffer de chaque. D'accord. Je vais mettre une étiquette au début, une étiquette à la fin. Ouais. Et à partir de là, je peux difficilement me planter quoi. Et après, le mieux, c'est de le marquer aussi sur un papier. Juste une question. Tout à l'heure, faire un plan de greffage. Tout à l'heure, tu disais que tu vendais tes plants 22-23 €. Ouais. Mais c'est des plants qui sont déjà énormes en fait. Qui sont déjà assez grands quoi. Oui, ça dépend comment ça pousse. Ouais, il y en a des gros. Des pépinières, c'est des petits plants, là. En pépinière, ouais, ça dépend. Ouais, ça dépend des sols, ça dépend des trucs. Après, comme je te disais, c'est des pommiers qui sur des porte-greffes de 2 ans. Ouais. Donc les porte-greffes de 2 ans, ça donne bien quoi. Ouais, ça donne vraiment bien. Et les buts, c'est un rapport avec le fait de devoir déraciner les plants pour les vendre? Alors moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est créer des pièges, des pièges à chaleur, des pièges à bon, c'est plat, hein, donc bon, j'ai pas spécialement besoin de ralentir l'eau ou quoi que ce soit. C'est vraiment plat, donc ça tombe, ça s'infiltre comme ça. Mais vraiment, pas vraiment, mais bon. Surtout qu'en plus la pente elle est pas dans ce sens là, elle est dans l'autre sens. Les courbes de niveau sont dans l'autre sens. Donc en fait j'ai fait surtout ce design là parce que j'ai du vent d'autant très fort qui vient là, qui est hyper séchant. Et donc je me suis dit que j'avais créé un bouclier dans ce sens là quoi. C'est dans cette optique là que je l'ai fait. Mais ta question c'était... Ça n'a pas de rapport sur le fait qu'il faut déraciner les plants pour les vendre. Voilà, c'est plus facile. Ouais. Si, ça c'est plus facile. Franchement sur but, j'ai un accès plus simple en profondeur. Et des fois, il y a des porte-greffes comme le poirier franc, c'est un peu une galère à aller choper les racines. Parce que ça, quand vous plantez votre porte-greffe, qui est un arbre en fait qu'on dit habillé, c'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les racines pratiquement, il reste pratiquement plus rien, c'est une carotte quoi. D'accord. Et sur le haut, c'est pareil, on a coupé le haut. Et les racines du poirier franc, les autres, elles font pas spécialement ça, mais ils partent de là et ils font des pivots comme ça. Voilà, et ils font partir de là. Ils font pas des racines ici, quoi, tu vois. Ou là, avec ton loucher, c'est l'outil pour arracher. C'est une bêche plate, hein. Tu viens et là tu coupes et en levant, le truc il sort, quoi. Non, il faut creuser de façon à arriver dessous pour choper un peu de racines. Voilà. Et le fait de les avoir sur but, du coup, je coupe des tranches de gâteau un peu au fur et à mesure. Et du coup, j'ai plus de prise et le fait, soit sur but, ils sont plantés là, j'ai un accès qui est quand même un peu plus profond là, à ce niveau-là, quoi. Après, au niveau du soleil, c'est un peu séchant. Mais on voit vraiment la différence en tout cas de température parce qu'il y a eu de la neige, j'ai fait une photo, il y a le côté qui était au soleil, parce que du coup j'ai un soleil qui fait comme ça. Alors ici c'est orienté nord-sud, mais ici c'est orienté est-ouest quoi. Le soleil il fait comme ça quoi. On a l'est ici, l'ouest ici. Et ces buts qui sont ici là, la neige était complètement fondue du côté soleil et il y en avait encore pas mal du côté ombre. Donc on a vraiment une réelle différence du coup d'humidité. Ce qui peut être intéressant sur les cerisiers par exemple, qui ont du mal à reprendre au greffage au printemps, parce qu'il y a des arrêts de croissance, ils ont besoin de chaleur, et du coup la sève se stoppe s'il y a un coup de froid, quoi, comme tous les ans il y a.
Et du coup, tu viens de greffer ton plan et quick, la greffe mort C'est quoi. ça. Donc Cette année, voilà. Cette année en plus, ça a été. Ouais, cette année, ouais, catastrophique. c'était galère. Ouais. Sur les cerisiers, j'ai eu de la perte. Sur les cognaciers, tous les plus précoces, quoi, on va dire. Quoi. Ah, je sais pas quelle heure il est, mais on a dû. Et il reste même pas 10 minutes. Donc, j'allais te dire que peut-être la conclusion. Conclusion, En tout cas, conclusion. les sujets que tu avais envie de partager, peut-être. Ah, Ouais, bah alors, du coup, ça a été un peu compliqué, mais ce que j'avais fait un petit, celui-là, je sais pas. J'avais fait un petit truc que je trouvais intéressant, c'est le réel, la position réelle, c'est pour moi c'est des trucs qui me font un peu suer, c'est par exemple la réalité de devoir sortir des sous, une activité, s'inclure dans un contexte économique et social où on n'y échappe pas et on peut avoir des idées qui vont à l'encontre, c'est tout à fait louable quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai pas envie de faire comme ça. On me dit qu'il faut faire comme ça, mais moi, j'ai pas envie de me faire chier à gagner un SMIC au bout de 3 ans. Parce que bon, en agricole, c'est ce qu'on dit, quoi. Voilà, ils veulent t'aider, mais bon, au bout de 3 ans, tu gagnes ton SMIC, voilà. Super, tu payes tes charges, voilà. Parce qu'on a une vision. On a une vision de l'activité agricole. On a une vision qui va quand même parfois à l'encontre de ça. Et à côté, on a des ressources et des limites. Là. Savoir qui on est vraiment et voilà quelles sont les choses où on dit ah ouais tiens mon porte-document il était là quoi, tu vois, je suis allé là-haut, je suis revenu machin, bon voilà j'ai des jambes, c'est pour marcher quoi dans ma vie. Donc ça c'est cool de le savoir et une fois que tu le sais tu peux avancer quoi. Et du coup on a un triptyque comme ça et du coup le design il va nous montrer savoir un petit peu où est-ce qu'on va se positionner là-dedans quoi. Vers où on va aller, vers quelle zone plutôt on va pouvoir avancer. Est-ce que ma vision bucolique, où je vais avoir du temps pour faire plein de choses autres que la production, va pas se cogner au réel à un moment donné quoi. Et mes ressources. Inversement, mes ressources, mes capacités à aller voir et découvrir des choses et développer des trucs qui vont me faire plaisir, qui vont me faire avancer, qui vont m'amener de la reconnaissance et qui vont me faire m'améliorer en production et en revenus, vont contrebalancer peut-être le réel et je vais pouvoir m'inclure dans un réel plus facilement tout en suivant ma vision quoi. Voilà, je trouvais cette chose intéressante. Pour imaginer un peu une installation. Quoi. Alors, dans ton installation à toi, entre il y a 5 ans quand tu as acheté le terrain, la vision que tu avais et aujourd'hui, quels sont les grands écarts que tu as fait? Les grands écarts que j'ai fait des petits écarts peut-être par rapport au début et à maintenant. Hein. Ouais. Il y en a énormément, mais le principal c'est de me dire que le réel était trop dur pour ce que j'étais capable de fournir. Était trop compétitif, on me demandait trop par rapport à ce que j'étais capable de fournir. Mais le problème c'est que je m'en rendais pas compte. Et du coup j'essayais de répondre à quelque chose qui me convenait pas quoi. Parce que j'essayais de répondre à ça par la production, par le nombre, par le chiffre. Et en fait c'était pas du tout ça le truc quoi. C'était qu'il fallait mieux voir plus petit, me concentrer peut-être sur ma vision. Il y a de la voix. Hein. Et du coup voilà, ça m'a permis de revoir aussi mes ressources et mes limites, de façon un peu à rééquilibrer tout ça et me dire ce qu'on me demande, la quantité de travail, je vais pas pouvoir la fournir de toute façon. Donc à un moment donné je me suis dit je vais être que un producteur à 50%. Je vais être à mi-temps quoi là-dessus quoi, et je ferai autre chose. Voilà, c'est pas grave. Et du coup en fait, ce qui est bizarre, c'est que ça s'est inversé en fait. Il y a eu d'autres possibilités, la formation, le machin, le truc, tu vois. J'ai vu que ça allait me demander vachement de temps aussi. Et du coup, ça m'a repoussé vers la production, quoi.
Et j'étais encore plus efficace. Parce que j'avais ça en réserve, quoi. C'est super important d'avoir des ressources, des buffers, on dit en informatique. D'avoir des zones où tu as une ressource, où tu as quelque chose, tu peux piocher dedans quand tu en as besoin. Et quand tu n'en as pas besoin, tu la re-remplis. Et c'est hyper conceptuel, mais ouais, c'est des choses intéressantes, quoi. Voilà, comme la flotte, quoi. Ouais. Tout à l'heure, on t'avait demandé avant que ça soit terminé, t'es sous quel statut du coup? Comment tu le déclares? Statut, voilà, statut, il y a 3 statuts à prendre en compte. Il y a un statut social, il y a un statut juridique et il y a un statut d'imposition. C'est-à-dire que du coup, le statut social, c'est ton régime de couverture sociale, hein, en gros. Donc moi, je suis cotisant solidaire, toujours. Et donc moi, je suis solidaire envers ceux qui payent beaucoup de charges. Voilà, donc je suis cotisant solitaire, quoi, un peu quand même. Donc ça, c'est le statut social. On peut être cotisant à la MEXA, c'est la caisse des agriculteurs. Donc là, on est 100% MSA. Moi, comme j'ai eu des périodes de salariat, du coup, je suis pour la maladie à la CPAM et pour les aides sociales, genre RSA, APL, à la MSA. Voilà, donc il y a une espèce de truc compliqué comme ça, machin bidule. C'est vrai qu'en plus on n'était pas mariés, tu vois, donc ça c'était là, quoi. Mais vraiment en gros, quoi, dans la gueule, quoi. Voilà. Après, tu as le statut juridique. Donc mon entreprise, c'est une entreprise individuelle agricole. C'est une EI, c'est-à-dire que je supporte toutes les pertes. C'est-à-dire que si j'ai un gros impayé, les huissiers ils viennent, ils se servent. Différence à une EARL, quoi, entreprise agricole à responsabilité limitée. Voilà, bon là c'est une société, donc là il faut déjà être plusieurs, quoi, dans le truc. D'où l'avantage de réduire les charges fixes. De l'avantage de réduire les charges fixes pour pas se planter, exactement, parce que ça je l'ai pris si la banque elle était là aussi. La dernière que tu citais là, que tu n'as pas pu prendre où il faut être à plusieurs, c'était quoi? C'est les formes sociétaires. Ouais. Je dis à plusieurs, je pense que je suis pas sûr de moi, entreprise à responsabilité limitée, agricole à responsabilité limitée. Faut voir si c'est le vieux truc patriarcat du chef d'exploitation et sa femme, quoi. Voilà. Et ses enfants, c'est un truc familial, quoi. Alors que la SA, là vraiment c'est une société, je pense qu'il faut un conseil d'administration. Voilà. Et ensuite on a le statut d'imposition. Donc là on choisit un statut où on est déclaré sur le revenu, c'est-à-dire on doit déclarer notre revenu tous les ans. Des fois plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il faut le déclarer justement pour les allocations, pour les impôts et la TVA aussi, si on est assujetti à la TVA ou pas. Donc voilà, donc ça fait partie du réel aussi. Et donc l'imposition, le régime d'imposition, tu as le forfait, donc ça c'est calculé sur la surface que tu cultives. Ils disent tu cultives telle surface en pépinière, alors là, je sais pas, il y a une recette magique qui sort du chapeau, tu sais pas trop pourquoi, et ils te disent bah, vous gagnez tant. Ouais, sauf que c'est pas forcément vrai. Et là, moi j'étais dans mon vieux système où j'ai dit attends, faut que je déclare, tu vois, je cultive, tu vois. Parce que sinon ils te disent mais le mieux c'est que vous arrêtez là, franchement, vous faites 200 mètres carrés de pépinière, c'est ridicule, quoi, tu vois, c'est pour eux, bon, voilà, ils sont pas dans les mêmes réalités, quoi. Ils sont des chiffres, ils ont des abacs, ils ont des tableaux, quoi. Ils sont des stats. Voilà, ouais. Et donc il te dit, et oui, alors surtout voilà, en fait c'est calculé sur des pépiniéristes qui eux ont beaucoup de surface et beaucoup de revenus. Donc ils disent eux sur telle surface, eh ben, ils gagnent tant. Donc en moyenne sur toute la surface. Donc tu dois gagner pareil. Donc tu dois gagner pareil, il se calque sur le plus gros, c'est celui qui a la plus grosse. C'est comme ça. Et donc voilà, que ce soit les aides à la production, tout ça c'est celui qui a la plus grosse. Pas une règle de 3 quand même. Non, jamais de règle de 3 là, c'est. Hein, pardon? Non. Ils font pas une règle de 3, si quelqu'un a une grande surface, ils disent bah, sur telle surface. Ici, c'est ramené à Si, c'est ramené à ça. Ah ouais, c'est ramené à ça. Pour le forfait. L'avantage du forfait, c'est que tu n'as pas de comptabilité à faire. C'est le gros avantage. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut déclarer le minimum, enlever les allées, enlever les chemins, enlever les porte-greffes que tu as mis plus loin dans la forêt parce que tu as envie de tester des trucs. Le minimum, il faut déclarer. Voilà. Même tu te dis peut-être tu vas déclarer que ce que tu as à vendre. Donc l'année N+1. Tu vas pas déclarer les porte-greffes. Je sais pas, tu vas te démerder. Parce qu'on est dans un système très débile, déclaratif, où il y a de toute façon pas beaucoup d'accompagnement, aucun contrôle. Donc en fait, voilà, c'est celui qui déclare pas qui se plante.
C'est celui qui sait pas et qui se dit ah merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois, qui se ronge les ongles, tu vois. Merde, je vais déclarer trop et tout. Parce que si tu déclares trop, eh ben t'as pas d'aide, t'as plus d'aide. T'as plus d'aide sociale. Donc un gars il m'a dit déclare-toi au réel. Donc ce que j'ai fait, du coup j'ai fait ma compta, j'ai dit je gagne ça ou je perds ça. Et si t'es à moins, bah là forcément t'as tes allocs, t'as tes allocs quoi. Parce que tu gagnes rien quoi. Et ça peut souvent être le cas. Donc voilà à calculer. Après il y a des histoires de première année aussi de dégrèvement d'impôts quand tu fais 70 000 euros de bénéf quoi. Là ils vont te dire ah ben on est sympa, vous avez 30% d'impôts en moins. Mais nous enfin bon pour la plupart des personnes qui ont des idées à se projeter dans des conceptions perma, on n'est souvent pas dans ce schéma là quoi. Donc voilà, c'est des trucs qu'il faut garder en tête. Donc il y a le réel simplifié, c'est mon cas, le réel à plein. Donc là voilà, là on le déclare. Et ensuite il y a le régime TVA. Donc la TVA, à partir du moment où on est au réel, on est à la TVA. Réel, peut-être pas simplifié, mais il faut savoir que les produits agricoles sont taxés à 10% maintenant. Ils ont quand même doublé. Hein. Et ça, c'est une TVA qu'on paye à l'État. C'est une TVA collectée pour le compte de l'État. Mais c'est pratique, c'est que quand tu démarres et que tu as des investissements à faire, type bâtiment, tracteur ou autre, et ben ça, c'est du matos que tu achètes à 20%. Donc ça, c'est une TVA qui est dite déductible. C'est-à-dire qu'en fait, ils te l'enlèvent de la TVA que tu dois sur tes ventes. Ok ? C'est-à-dire que eux, ils calculent les impôts, ils calculent quand même de toute façon que tu dois payer. Donc ils disent, t'es imposé à 10% sur tes ventes, sur tes arbres, et sur 10 euros, ils en prennent 1. Okay, si toi tu as acheté un bâtiment, sur 10 euros, t'en enlèves 2 de ces 1. Donc tu es à moins 1, donc ils te doivent 20 euros. Ah ok. Voilà. Et justement pour tes ventes, Ils te remboursent la TVA. justement pour tes ventes, tu fais comment? Comment Pour je fais vendre? pour vendre? Ouais. Vente direct internet, foire, voilà. Internet, c'est pas la foire au carton, enfin faut tout emballer quoi, c'est ça? Ah non, j'ai laissé tomber ça. Internet, c'est aussi com quoi. Hein. Ah oui, d'accord. Communication Ah, quoi. c'est un gros Si boulot, t'as un mec qui s'appelle Erard qui un jour il se pointe et qui se dit tiens si je faisais une vidéo chez toi, bah, tu peux dire oui, ça tu vas vendre tes arbres vachement mieux et surtout tu n'auras pas à les envoyer, les gens ils vont plutôt venir te voir quoi. Voilà. Donc c'est réfléchir à la com, c'est pas forcément YouTube. Mais moi, voilà, pareil, pendant 8 ans, j'avais un compte Facebook et j'avais absolument pas envie de donner des trucs à Facebook, quoi, des données me concernant, tu vois. Donc je fais l'autruche, le truc qui dormait. À un moment donné, je me suis dit, bon, faut que tu vendes tes arbres, il m'en restait une centaine tous les ans, quoi. Donc j'ai commencé à remplir le truc Facebook et à me dire, bon, ben voilà, c'est une démarche commerciale, quoi, et puis c'est tout, quoi. Et les personnes, ils sont réfractaires à l'ordinateur, mais c'est compliqué, hein. C'est quand même compliqué. Et eux, ils sont obligés de faire des envois. Eux, ils sont obligés de passer des heures et des heures à envoyer. On peut aimer ça aussi. Mais c'est du travail qui est pas payé. Il faut savoir que c'est du travail qui n'est pas payé, quoi. Sauf sur peut-être des quantités un peu importantes. Mais si tu veux envoyer 2 arbres de pauvres machin, bah, une fois que tu as pris les frais de port déjà sur un arbre, tu as plus de frais de port que le prix de l'arbre. Et le travail d'emballage et de l'amener à la poste et de faire la queue, ça. Il n'y a pas que ça, il y a des frais en plus. Le site internet, ça coûte une blinde à faire développer. À entretenir, il faut payer les serveurs, il faut payer le nom de domaine, il faut payer le serveur mail, il faut payer les prestataires derrière pour s'en occuper s'il y a besoin. Oui, enfin, c'est beaucoup oui, ça si tu mets en place une machinerie un peu sur internet, si tu es un peu réfractaire à ça, il va falloir que tu fasses des envois. C'est l'autre pendant. Donc le réseau, super important. Le réseau local, le réseau distant, c'est hyper important. Et voilà, ces zones tampons où voilà, bah, c'est con, mais venir ici et parler de tout ça, bah, voilà, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi parler de ce que je fais, c'est aussi être là, tout en prenant plaisir et en venant gratos faire un truc ici, quoi. Et bon, voilà, c'est le fameux gagnant-gagnant, quoi. Et ça, c'est vrai aussi sur le terrain. On met de la matière organique, on a un développement de la vie, on a une démultiplication des petits pains, quoi. C'est inévitable, la vie fonctionne comme ça, quoi. Et bah le commerce, ça y échappe pas. Et
Et créer une entreprise, c'est tout plein de petits détails, et c'est pareil, tout est comme ça. La vie, plein de petits détails. Et donc chaque petit détail, à ce moment, on peut y répondre au bon moment ou pas. Alors peut-être c'était pas le bon moment, des fois c'est urgent d'attendre. Comme je disais, le lièvre et la tortue, c'est super important pour moi. Donc on peut se dire, je le ferai plus tard. Si tu as une voix qui te dit vas-y fais-le, fais-le. Pour moi ça marche comme ça. Ouais. Je ne sais pas si vous avez abordé le problème, non pas du traitement, mais je vais dire de la protection des arbres. Protection des arbres. C'est-à-dire en cas de grêle, cette année sur Tarbes par exemple, on a été grêlé, ça a été la cata, donc bouillie bordelaise à fond la caisse. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Sur les fruitiers. Alors moi la vie a souri aux feignants, quoi. C'est-à-dire que j'ai planté mes tomates en juin. Bon, j'en ai pas mangé encore. Mais elles sont impeccables. Ouais, je vais manger la première bientôt. Il n'y a pas de maladie. Elles sont impeccables, il n'y a rien. Il n'y a aucun Ceux qui ont fait traitement. un peu de retard cette année, ils sont un peu plus tranquilles que les autres. Ouais. Voilà quoi, c'est clair, c'est clair. Il faudrait peut-être planter un peu plus tôt et parfois un peu plus tard aussi, des fois. Eh ben Ça prévoit le coup. C'est sûr que les avoir le plus tôt possible, d'avoir une serre à semis, c'est cool. Hein. Moi, c'est que des plants qu'on m'a donné, à part les graines de haricots que j'ai semées. Parce que souvent il y a des surplus et j'ai récupéré des plants et du coup, je m'étais dit, ouais, je vais peut-être pas faire du jardin et tout. En fait, j'avais la zone où j'avais 11 mètres cubes de broyat. Du coup, qui était dégagé, il n'y avait pas une herbe, c'était impeccable pour travailler un peu le sol. Une zone un peu pauvre en plus qui avait été remuée en faisant le trou d'eau là, il y a longtemps. Voilà. Et donc au niveau traitement, Et bien niveau traitement, alors, ouais, cette année on a fait les traitements, je ne les ai pas passés quoi. Mais sinon, là je vais pas avoir à greffer au printemps. Donc putain ça va être un sacré pied quoi. Je vais pouvoir faire d'autres choses, comme du jardin, comme construire une serre, comme faire des préparations et les pulvériser. Pourquoi tu n'as pas greffé? Quoi? Pourquoi tu n'as pas greffé au printemps? Eh bien parce que je greffe tout maintenant. Là. Ah, tu fais que cet été? Là, je greffe tout à l'écuisson. D'accord. Et je vais avoir de la reprise à faire au printemps. Mais ça devrait être soft, quoi. Notamment sur le pommier, quoi. J'en ai 500 à faire, les pommiers. Avec les pêchers, ouais, 550, 600. Et du coup, une fois que c'est fait, c'est bon, quoi. L'année prochaine. Pour avoir une idée sur ta journée de travail, tu greffes combien de plants à peu près? À deux, une centaine. Une grosse centaine, une centaine. Ah, chacun? Ouais, non, à deux. Ah. À deux. Mais c'est une journée de 8 heures, quoi. Ouais. Donc en plein cagnard, pour moi, c'est pas possible. Ouais. Donc c'est plutôt 60. Alors, il me faut une quinzaine de jours. Tôt le matin. Tôt le matin, ouais, tôt le matin, ouais. 7h30 maxi dans le champ ou à boire le thé. Mais pas plus. Ouais. Et du coup, je vais avoir une chance au grattage et une chance au tirage, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui n'aura pas pris là maintenant, je vais pouvoir les faire au printemps. Mais tout ce qui aura pris, finalement, je pourrais me dégager du temps et faire autre chose. Donc du coup, prêle. Alors moi, je conseille un peu comme quand on a une piqûre là, tu vois, tu prends 3 herbes là. Et t'as le choix quoi, prêle, ail, ortie, consoude. L'ail au pied des fruitiers? Non, alors l'ail est très efficace sur notamment des acariens qui piquent les feuilles de poirier. C'est pas très joli, je sais plus exactement comment il s'appelle. Et puis les organites soufrés, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon, les organites soufrés, je vais dire comme ça, c'est intéressant pour tout ce qui est champignons, quoi. Ce qui pourrait être intéressant pour les champignons. Mais bon, moi maintenant, dans mon contexte, je me suis un peu dégagé des concepts de maladie et de ravageurs, quoi. Si j'ai le ragondin, et c'est quelque chose, il n'y a pas de prédateur qui a été introduit, et voilà. Tout ce qui est mauvaises herbes, maladies, cryptomémiques, tout ça, en fait, j'y crois plus, quoi. C'est effectivement des régulations du système. Si je suis à 10%, ce qui n'est pas le cas, de pertes éventuelles, ça peut paraître beaucoup, hein, mais je vais trouver que ça peut être supportable. Je vais trouver que ça va être supportable. Et du coup, c'est un super plaisir. Quand on est effectivement dans la multiplication des petits pains et qu'on plante grosse densité, la densité on la porte soit par l'extérieur, soit sur place, mais on la porte par le broyat, par la paille, par les trucs qui viennent de l'extérieur. On est un peu dépendant des intrants, d'un tran, quoi. Et donc le mieux c'est de les avoir sur place. Aucun intrant alors? Un peu d'essence, le broyat, et puis le matos de production, élastique, mastic.
Ah, Le Flexiband, non? Flexiband, ouais. Flexiband, tuteur. Et lien pour accrocher sur les tuteurs. Ça s'arrête là. Après, tu achètes toujours un peu de plastique pour l'irrigation. Tu dois avoir une année très inégale en fait, c'est ça. Il y a des mois où c'est un boulot de fou et puis d'autres où il n'y a pas grand chose à faire, c'est ça? Très inégaux, non, tu as dû travailler toute l'année, sauf allez, septembre. Mais septembre, tu peux te dire que tu peux commencer à préparer la saison de vente aussi. En fait, il faut t'aménager du temps. Moi, je suis tout le temps en vacances et tout le temps en train de bosser. Et des fois, j'arrive à partir, à me dire, tiens, je vais partir une semaine. Tu vises une sorte de mi-temps quand on peut. De mi-temps conceptuel, ouais. Faire ce que j'aime faire à côté, c'est important, pour avoir le temps de le faire. Et me dire, bon là, il faut y aller quoi, là, il n'y a plus le choix, il faut greffer, tu as telle période pour le faire, et si tu le rates, tu n'as plus rien à vendre, quoi. C'est ça, c'est le problème, les rotations sont super longues. Quand tu as raté ton semis de salade ou quoi sous serre, tu recommences. Là, tu arrives en novembre, tu n'as pas de cerisier, tu n'as pas de cerisier, quoi. Tu verras l'année prochaine. Bon. Mais après, ça nous apprend aussi la patience des arbres. Hein. Les gens aussi comprennent que c'est un temps long. C'est un temps long. C'est un temps, ça prend du temps de faire des arbres. Ça donne après. Après, c'est généreux. Oui, après, c'est super de grandir avec les arbres parce que justement, ça nous apprend toute l'observation, tout ce silence, toute cette richesse d'un organisme hyper patient qui pousse comme ça, plus proche du corail que du kénopode, quoi. Et super intéressant de voir ces branches qui repoussent là, qu'on appelle gourmands, par-dessus les autres, qu'on vient plier, les architectures selon les variétés. En plus, ça change selon les variétés. Des arbres qui n'ont pas besoin de former, ni de tailler, ni de faire rien du tout, ça se fait tout seul. Donc non, les arbres c'est super cool, c'est super passionnant. Les arbres fruitiers, encore, c'est des petits chouchous, quoi. En plus, quoi. Donc c'est chouette. Et puis voilà, au détour d'un mois ou d'un autre, ils vont te donner au taquet, quoi. Et ça fait plaisir, quoi. J'ai une question en tant que professionnel. Tu es soumis à une garantie légale par rapport aux gens ou comment ça se passe si quelqu'un se plaint de quelque chose? Non, il n'y a pas de garantie. Quand on me pose la question, c'est au cas par cas, quoi. J'ai eu rarement des mauvais retours, rarement des bons aussi d'ailleurs. On a tendance toujours à dire quand ça va pas, quoi. Mais c'est pas vrai. Sur les gens qui viennent visiter la pépinière, maintenant, j'ai quand même vraiment beaucoup de bons retours. Et du coup, on est dans un rapport de confiance. Voilà, c'est un rapport de confiance. S'il m'appelle un mois après, il me dit je l'ai planté en arrivant chez moi, et là il est en train de sécher, je vais leur dire revenez, on verra ce qu'on peut faire. C'est bizarre, quoi. Quand même. J'attends la fin de l'été, mais j'ai un bon retour pour l'instant. Ah bon, ouais, ça va. Cool. Tu vas bien? Ouais. Je t'avais dit j'attends. La première année, c'est vrai que ça peut faire peur, ça pousse pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. On crée un arbre d'abord, ouais. On crée un arbre, ouais. Juridiquement, c'est toujours le vice caché. Comment? Juridiquement, c'est toujours le vice de la chose vendue, éventuellement, qui peut... non, je sais pas. Non. Et je connais pas les... C'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est la question, Code, c'est quoi? C'est le code du commerce? Je sais pas. Et autre question, est-ce que tu fais des multigreffes, toi? Non, je fais pas de multigreffe. Non, je fais pas de multigreffe. Bon voilà, on a pas... c'est venu comme c'est venu, c'était chouette. Voilà. Et puis ce que je voulais rajouter aussi, c'est de la reconnaissance. Trouver des leviers de reconnaissance, c'est pas toujours évident, quoi. Parce que la reconnaissance dans le réel, c'est l'argent. Et du coup, avoir cette donnée-là en tête, c'est important parce que si tu bosses pour rien, faut que tu bosses pour quelque chose, quoi. Si c'est pas de l'argent, faut que ce soit autre chose. La gloire, je sais pas, la beauté. Tu peux faire ce que tu veux, mais avoir la reconnaissance de la société, c'est super important. Ça te fait avancer, ça te met du baume au cœur, et voilà. Et bon, malheureusement, c'est quand même l'argent, quoi,
qui prime, mais ouais, non, c'est quand même une chouette aventure. C'est quoi le nom de ta pépinière? Fruits à venir. Ouais, fruits à venir, ouais. J'ai réussi à pas amener de papier, donc fruitsavenir.com, et on est en train de leur faire le site. Donc voilà, on s'y met pour le terminer en septembre, là, à la bourre, quoi. C'est beaucoup dit on parce qu'en fait tu travailles avec. Hein? Tu travailles pas tout seul. Enfin, tu dis on souvent ou t'es à deux pour greffer? Oui, toujours plus ou moins à deux pour greffer, ouais. Pardon, la question c'était. Je suis dans le sud du Tarn, entre Castres et Lavore, sur la plaine de la Goutte. Moi, je reviens juste sur ce que tu avais dit avant concernant le fait de vendre. En fait, si j'ai bien compris, tu ne vends plus par internet, tu n'envoies plus de colis parce que Je les fais gens plus d'envoi. viennent directement. Ouais. L'année dernière, j'ai tout vendu, ouais. Tu as réussi à investir assez dans la com et dans le réseau, enfin, c'est investir ça. entre guillemets Oui, du temps dans le non, réseau. mais c'est ça, ouais, carrément. Les gens viennent. Ouais, c'est ça. Et Et passer par du temps. Facebook, tu as eu vraiment des gens qui sont venus quand tu as Non, commencé c'est à mettre ou... Non, c'est que quand tu fais parler de toi, que tu fais des photos de ce que tu fais, et les gens ils font ah ouais, ça a l'air super sympa ce qu'il fait, voilà, faudrait qu'on y aille. Montrer l'envers du décor. On voit l'envers du décor, ouais. Après quand ils voient qu'ils viennent, ils le voient le décor, hein. Ils voient l'envers directement quand ils viennent. Mais voilà. Pour les professionnels et qui ont envie de venir voir, je fais une porte ouverte le 10 septembre. Un week-end? Comment? Un week-end? C'est un vendredi. Ouais, c'est un vendredi, soit 10h le matin, je fais 2 visites, une à 10h, une à 14h. Voilà. Ouais. Et alors, sur Google Maps, il faut taper Julien Pépinière ou Pépinière Fruits à venir. L'un comme l'autre. Fruits à venir, FR8T, plus loin, AVENIR. Voilà, sur Google Maps, j'ai mis un point là, à l'entrée du chemin, donc il y a un panneau là après. C'est pratique. Et sinon, l'adresse c'est Codeval 81 700 Puylaurens. Puylaurens, c'est P-U-Y-L-A-U-R-E-N-S. 8700 Puylaurens. Mais il faut y arriver par Guy-Talins. Il ne faut pas aller à Puylaurens parce que c'est à 15 bornes. C'est une grosse commune. Et c'est à 15 bornes. Et du coup, une fois qu'on est à Puylaurens, on est paumé parce qu'il n'y a aucun panneau. Donc là, c'est la teuf, quoi. Voilà. Après, du coup, tu ouvres à partir de novembre, enfin même d'octobre peut-être Pour les gens qui viennent acheter des œufs. Ouais, je prends les commandes à début octobre. 1er octobre, 0h0. Tu les prends d'avance en fait? Au mieux par mail. Hein? Tu les prends d'avance les commandes en fait? Octobre, ouais, c'est un mois avant, quoi. La réservation. Ouais, voilà, des réservations et je commence à arracher en début novembre. Selon s'il a plu ou pas. C'est pareil, quoi. Selon s'il a plu ou pas, parce que quand le sol est sec, tu arraches pas des arbres. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est le gros du boulot. C'est là, quoi. Faut avoir la niaque et être plus lourd que la bêche, quoi. C'est les deux prérequis pour arracher des arbres. Voilà. Et avec plaisir. On a duré.